Bali. C'est à Bali, au centre de l'archipel indonésien, en plein milieu de l'océan Indien, que ici et ailleurs vous emporte cette semaine. Bali, haut lieu du tourisme mondial, offre aux visiteurs un dépaysement total, des modes de vie traditionnels, une douceur de vivre particulière, un environnement verdoyant unique, une biodiversité sans égale. Voyage au cœur de Bali, c'est tout de suite dans votre magazine préféré. Bali, destination prisée des surfeurs et des couples en lune de miel, est certainement l'île la plus connue d'Indonésie. À mi-chemin entre l'Asie et l'Océanie, l'archipel indonésien regroupe pourtant plus de 13 000 îles. Certaines sont immenses, comme Sumatra, Kalimantan, l'ex-Bornéo, l'Irian Jaya ou encore Java. Bali, elle, ne dépasse pas 140 km de long. Mais beaucoup d'autres îles d'Indonésie ne sont pas plus grandes qu'un rocher. Outre l'immensité de son territoire, étendu sur plus de 5000 km, l'Indonésie est le 4e pays du monde par sa population, 246 millions d'habitants, la moitié installée à Java. Incroyable mosaïque humaine, le pays compte 300 groupes ethniques et presque autant de langues. Une mer omniprésente, des centaines de volcans aux cendres fertilisantes, l'Indonésie dispose d'atouts naturels considérables. Depuis des siècles, l'archipel indonésien a offert des escales privilégiées aux commerçants naviguant entre la Chine et l'Inde. Les épices, telles que le clou de girofle, le poivre ou la noix de muscade, y ont tout d'abord attiré Indiens et Chinois. Ces peuples y ont implanté le bouddhisme et l'hindouisme. Puis l'islam y a été introduit vers le XIe siècle. Et aujourd'hui, l'Indonésie est devenue le premier pays musulman au monde. Bali, toujours à majorité hindouiste, fait désormais figure d'exception. La route des épices attirera plus tard les Portugais, les Espagnols et les Anglais. Puis, au XVIIe siècle, les colonisateurs néerlandais assoiront leur suprématie sur l'archipel. Elle durera 300 ans. Petit à petit, c'est devenu des comptoirs très importants. La route des épices, tout le monde en fait connaît la route des épices. Des cultures en fait exceptionnelles. Il y a de tout à Java, on trouve de tout. De la canne à sucre, tu l'as dit tout à l'heure, en passant par le poivre, en passant par le teck, le caoutchouc et tout ça. Et donc ça a amené toute l'Europe entière, à venir en Indonésie. Île volcanique, Java bénéficie d'une terre parmi les plus fertiles de la planète. Sa partie orientale se couvre d'immenses forêts tropicales, de plantations de cacao, de café, de tabac, et aussi de thé, comme ici au mont Gambir. Au détour de la route, perdue dans une immensité verdoyante, des femmes se livrent avec minutie à la cueillette des jeunes pousses. Les gestes sont ancestraux, et les paysages n'ont pas changé depuis 100 ou 200 ans. Cet environnement naturel extraordinaire, ces modes de vie ancestraux, ces traditions et cette douceur de vivre fascinent le touriste de passage. Et comme l'Indonésie est actuellement l'une des destinations les moins chères au monde, pour beaucoup, le rêve de Bali est tout à fait accessible. 11 Réunionnais en ont fait l'expérience avec Motoland Aventure, qui réalise là son 12e voyage. La moto s'avère le moyen de transport idéal pour se fondre dans ces paysages. Après avoir sillonné l'Inde depuis plusieurs années, l'association poursuit son exploration du monde asiatique avec l'Indonésie. Un périple d'une quinzaine de jours entre Bali et la partie orientale de l'île de Java.
après avoir sillonné les routes de l'Inde, plus de 13 000 km d'est en ouest, nord au sud, j'ai décidé de continuer mon exploration du monde asiatique. Il y a eu le Vietnam, à traverser du Vietnam du nord au sud, il y a eu le Cambodge, et cette fois-ci nous sommes en Indonésie. Pourquoi l'Indonésie? C'est un pays qui m'avait toujours fasciné par sa richesse culturelle, et j'ai eu cette chance d'avoir un contact d'un réceptif à Bali qui a su organiser un circuit moto dans l'esprit de notre association Motoland d'Aventure, basé sur l'aventure et l'authenticité. Pour réaliser ce périple, le groupe a choisi de passer par une organisation locale expérimentée, l'agence balinaise Archipelago Aventure, créée par Régis Requis, un Français installé depuis 11 ans à Bali. Elle est actuellement la seule à proposer ce type de randonnée. Elle organise sur mesure, pour des groupes de 4 à 11 personnes, des parcours à VTT ou à moto, à Bali, Java et bientôt Sumatra. Son originalité ? Proposer des itinéraires à l'écart des sentiers battus, avec une promesse d'authenticité et de rencontre. Donc Régis, ta société, c'est Archipelago Aventure. Oui. Et quelle est l'originalité des circuits que vous proposez par rapport aux autres tour opérateurs L'originalité, c'est déjà d'avoir des petits groupes, d'avoir des circuits qui sont presque sur mesure. C'est moi-même qui fais les reconnaissances. C'est qu'on a nos motos à nous, qui sont des motos entre 250 et 650 cm3. Les motos de reconnaissance sont équipées de GPS, les véhicules aussi. Donc ça permet une facilité et surtout d'être bien indépendant par rapport à beaucoup de choses. La réussite d'un circuit moto passe par un certain nombre d'incontournables. Le véhicule d'assistance qui ferme la route, le guide à moto qui indique le chemin à suivre et le mécanicien prêt à intervenir au moindre souci technique. Dans ce type de voyage, la sécurité reste le maître mot et la vitesse est à bannir. Toujours en condition maximum de sécurité. Dans les trips moto, on ne roule pas vite, on favorise la découverte. Surtout ça, l'originalité d'Archipelago Aventure. C'est de proposer ce que personne ne fait, en fait, ou n'ose faire, on va dire. Le voyage de nos motards réunionnais a débuté à Bali. Bien que très touristique, cette île a su garder le charme de ses traditions hindouistes. Dès les premiers kilomètres sur cette terre volcanique, la magie opère. Rizières verdoyantes omniprésentes, couleurs chatoyantes des temples hindouistes, sans oublier les barongs, ces esprits protecteurs aux allures de dragons qui veillent à la sérénité des lieux. Les Balinais sont réputés pour leur gentillesse et leur sourire. Comment pourrait-il en être autrement, ici, où tout respire l'harmonie ? Les fleurs sont servies en offrande à profusion dans les hôtels de palme, présents dans toutes les maisons et tous les temples. Partout, les effluves de bâtons d'encens embaument l'air. Malgré le passage chaque année d'1,5 million de touristes, les Balinais ont su conserver leurs traditions ancestrales. Il en va ainsi du rite matinal des offrandes, ou encore des cérémonies de crémation, très vivaces dans la religion hindouiste à Bali. En circulant à moto, on peut se retrouver soudain à un carrefour, pris dans l'une de ces processions colorées. Des hommes et des femmes en sarong avancent en musique, recueillis. Portant des offrandes et des objets ayant appartenu aux défunts, plusieurs familles se réunissent pour accompagner leurs proches dans leur ultime voyage. Outre leur valeur symbolique, ces cérémonies collectives permettent de réduire le coût des funérailles. À Bali, l'hindouisme est très différent de celui pratiqué en Inde. Les grands principes, comme la crémation et le système des castes, sont adaptés et moins contraignants. Ce matin, nous avons pu avoir la chance de vivre
des funérailles. Et donc il y a eu le cortège avec les rites particuliers. Alors moi, bon, le rire, ça, enfin, la plupart des gens savent que dans les pays indonésiens, la mort n'est pas du tout un triste moment, donc les gens étaient souriants. Il y a un rite qui permet de simuler le passage du vivant à la mort. Ce que je recherche au niveau de la moto, bon, déjà c'est cet esprit de liberté qui est permanent. Cette indépendance aussi qu'on trouve au niveau des circuits, on peut s'arrêter où on veut. Et du fait que le groupe ne soit pas si important que ça nous permet d'être encore plus libres dans nos activités. La beauté des paysages balinais, empreints de spiritualité, trouve son reflet dans l'artisanat, notamment celui du meuble, qui s'exporte dans le monde entier. Près de la grande bourgade d'Ubud, ces magasins d'exportation se succèdent sur des kilomètres. Bien disciplinés dans leur uniforme bicolore, les écoliers avancent en rythme. Imperturbables, ils préparent la fête nationale du 15 août. C'est cependant avec joie qu'ils répondent à nos salutations. Aux abords des villages, les hommes travaillent dans les rizières. Pour cultiver le riz, des générations de paysans ont aménagé le paysage, déboisé, terrassé les collines en gradins, creusé des canaux. Ce système d'irrigation complexe a été rendu possible grâce à la coordination des sous-bacs. Ces coopératives, au nombre d'1 millier, rassemblent les propriétaires de rizières. Elles leur permettent notamment de bénéficier de la même source d'irrigation. C'est aussi grâce à elles, si l'on continue à Bali, de cultiver de nombreuses variétés de riz différentes. Nous poursuivons notre route vers Java, la plus grande partie de ce périple. Cette île s'étend sur plus de 800 km de long. Quelles sont les principales différences entre ces deux îles? La principale différence, déjà, c'est la religion. Parce que Bali est hindouiste, Java est musulman. À Bali, il y a surtout des rizières, forcément, et des volcans. À Java, il y a, on va le voir demain, il y a des cultures de caoutchouc, plantations de thé, de café, de cacao. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Java est très variée, très intéressant. C'est une île qui est, à mon avis, l'une des îles les plus intéressantes d'Indonésie. Les rizières, elles, représentent plus de 20% de la surface de l'île. Le riz est récolté 2 ou 3 fois par an, selon une méthode traditionnelle, à l'aide de buffles. Essentiellement rurale, la population javanaise sait vivre en grande harmonie avec la nature. Et si Java demeure beaucoup moins touristique que sa voisine balinaise, elle vaut largement le détour. Il suffit pour cela d'emprunter le ferry au départ de Gilimanuk. En moins d'1 heure, il franchit le détroit de Bali qui sépare les deux îles. Les chemins rustiques de l'Est javanais permettent d'apprécier cette île sauvage, jalonnée d'immenses plantations, de champs de canne à sucre, de forêts de teck et de caoutchouc, de cocoteraies et de rizières lumineuses. Certes, la conduite y est parfois périlleuse. Par exemple, pour rejoindre le petit bourg de Sukamade, quasi inaccessible à l'intérieur des terres.
On ne l'atteint qu'après avoir vaincu une montagne caillouteuse et traversé une rivière. Mais ces défis sont autant d'aventures mémorables pour les pilotes. Effectivement, je m'attendais un peu à ce type de voyage. Les 2-3 premiers jours, c'était un peu la découverte de la moto puisque j'ai pas l'habitude de conduire ce genre de moto. C'est facile de rouler avec un groupe. On ne se connaît pas depuis longtemps, depuis la Réunion en fait. Donc on se découvre les uns et les autres au fil du voyage. Et c'est vrai qu'on est un groupe de tout âge et avec un esprit ouvert et une bonne ambiance et tout se passe bien. Bon, je ne pensais pas du tout qu'on aurait fait des chemins ravinés, mais il faut s'adapter à tout, quoi. Heureusement d'ailleurs que c'était un peu de douceur avant, parce que si c'était dès le début comme ça, je crois que je me serais posé des questions. Dans quelle aventure me suis-je embarquée? Même si c'est un peu fatigant, mais je crois que c'est une fatigue saine. Et puis, voilà, on est en pleine nature, loin du monde, c'est vraiment un dépaysement complet. Quand il fait l'amour, moi, mon doudou, mon oiseau fou, nous n'y embarque, nous zagade, nous les 2 gouttes d'eau parmi la bande toute nuage. S'il tombe, il s'opède, peut-être des roses va retrouver. Circuler à travers la dense végétation locale est aussi un moment fort du périple. Dans ces forêts millénaires vivaient encore, il y a quelques années, les derniers tigres d'Indonésie. À l'orée de ces immensités vertes, parfois oppressantes, les petits villages offrent un réconfort apprécié des motards. L'accueil y est toujours enthousiaste. Le touriste, rare par ici, attise bien sûr la curiosité. Mais plus encore les motos. Dans cette campagne javanaise, on en voit très peu. Ici, le scooter est déjà un luxe pour les familles. Dayou, lorsque nous traversons des villages, nous recevons toujours un accueil très chaleureux de la population. Est-ce que c'est parce que nous sommes un groupe de motards ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des touristes à ces endroits? Oui, mereka senang sekali melihat turis yang datang. Les villageois sont toujours contents de voir un groupe de touristes arriver. Ils n'ont pas l'habitude de voir de grosses motos et des caméras. C'est l'occasion pour eux de voir quelque chose de nouveau et ils sont ravis d'accueillir un groupe de touristes. C'est ça. Mereka senang sekali. Pour la plupart des habitants des petites villes que nous traversons, le cyclopousse constitue le seul moyen de transport accessible. Leurs propriétaires rivalisent d'imagination pour les décorer et les personnaliser. Vers Kalibarou, Régis a pris l'habitude de faire visiter une fabrique de sucre. Elle fonctionne encore comme il y a plusieurs siècles. Alors, ce qui est magique de cet endroit, en fait, c'est que c'est resté comme du temps des colonies, du temps des Hollandais. C'est exactement pareil. Il n'y a rien qui a bougé. Tout est resté pareil. Les fabriques de sucre à l'ancienne, les récoltes avec les bœufs, les charrettes, comme du temps des Hollandais, des colons, il y a 300 ans, il y a 200 ans, 300 ans. Au 7e jour du circuit, les motards ont rendez-vous avec un site mythique, le mont Bromo. Situé dans la partie orientale de Java, au sud de Surabaya, ce volcan sacré culmine à 2329 mètres. Sur la route de montagne qui y conduit, on croise des paysans portant leur récolte de la journée. Ils l'ont durement arrachée à des terres escarpées, où le moindre bout de terrain est exploité. Après quelques heures, nous atteignons l'immense plaine des sables qui borde le mont Bromo. Cette vaste caldeira de 11 km de diamètre se révélera un défi mémorable pour les pilotes. Conduire dans le sable est encore plus difficile que de traverser les rivières. Les chutes sont nombreuses, mais elles n'atterrent pas le plaisir d'évoluer au cœur de ce fascinant paysage lunaire. Finalement, quand on se retrouve là, je dis on l'a mérité, quoi. On est satisfait, surtout d'avoir en face de soi un spectacle aussi beau. On vit beaucoup de choses en peu de temps. Je crois qu'il faudra attendre à la fin du séjour pour ressasser tout ça. En ce moment, on emmagasine. Beaucoup d'images, beaucoup de flashs. On ressortira un séjour à tête reposée, je pense. Face au mont Bromo, se dresse le pittoresque village de Engadas. Écharpes et bonnets de laine sont ici de rigueur. Surtout pour les touristes les plus matinaux, prêts à faire quelques kilomètres supplémentaires
pour admirer le lever du soleil. Le restaurant panoramique du village offre un point de vue magnifique sur la caldeira et le volcan. On distingue nettement, au pied du mont, un superbe temple. Cet endroit magique est en effet l'unique enclave hindouiste de Java. Il y a une centaine d'années, on y pratiquait encore des sacrifices humains. De nos jours, c'est en toute sécurité que l'on accède au temple et au volcan, à pied ou à cheval. Et donc ici c'est un endroit quand même assez spécial, à 2200 mètres d'altitude. Il y a le Bromo qui est ici, là, qui est toujours en activité. Derrière, on ne le voit pas d'ici, mais il y a le Semeru qui est aussi en activité. Et donc cet endroit est magique puisque c'est un endroit en plein Java qui est hindouiste en fait. Le mont Bromo est l'un des volcans les plus visités d'Indonésie. De ses entrailles s'échappent en permanence des fumerolles blanches. Il n'est pourtant plus réellement actif, contrairement au mont Semeru. Celui-ci, que l'on aperçoit en arrière-plan, se manifeste par des explosions environ toutes les demi-heures. Après quelques jours de voyage, nous avons quitté la culture hindouiste pour une terre d'islam. 90% des Javanais sont musulmans. Ici, le muezzin appelle à la prière et au bord des routes, les conducteurs sont invités par micro à participer financièrement à la remise en état des mosquées. D'entendre le chant du muezzin à Java plusieurs fois dans la journée, d'observer comme les gens observent les rituels, on voit justement l'importance que la religion a dans ce pays. Donc on est vraiment frappé par la présence de la religion, comme les gens la vivent à chaque instant. Et oui, ça c'est très marquant. Oui. Les motards prennent plaisir à découvrir en roulant des paysages toujours différents. Les journées commencent tôt et se terminent tard. Les arrêts sont appréciés, notamment la pause déjeuner dans les warung, de petits restaurants.